Je partage mon écran. Voilà. Alors, on va commencer par la CVAE, puisque la CVAE, c'est une composante du plafonnement. Et donc, le plafonnement se fait après. Allez, 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 allez. Donc, CVAE qui est censé disparaître à partir de 2027, suite à des reports de sa suppression annoncée par le gouvernement. CVAE qui se trouve en CET. Une déclaration, enfin des déclarations qui se font au niveau société et pas au niveau établissement. Elles concernent trois déclarations avec certaines d'entre elles qui comportent des annexes ou qui peuvent être multiples. Donc il y a d'une part la 1330, il y a une 1329 définitive et deux 1329 AC. La définitive, donc c'est le solde de cette taxe qui se fait donc, alors chronologiquement, on fait une 1330 pour déclarer le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et les effectifs d'une entreprise. Ensuite, ça on doit le faire pour le mi-mai. En règle générale, aux alentours du 18, hein, puisqu'on est en EDI, qu'on a 3 jours, etc. Donc c'est aux alentours du 18 mai. Ensuite, au mois de juin, pour le 15 juin, on a un premier racompte où on redéclare encore le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée. On ne met pas d'effectif. Par contre, on effectue un calcul avec un taux qu'on applique à la valeur ajoutée et ça donne un montant d'acompte, premier racompte. Le mois de septembre qui suit, rebelote. Et au mois de mai d'après, donc en N+1, on passe à la 1329 DEF pour solder l'exercice précédent. Donc on est sur 2 années différentes. Attention, ça peut être un petit peu compliqué. Et du coup, on a en plus de ça des 1329 DEF C pour les cessations, pour les fermetures d'entreprise, où on doit donc avoir un formulaire un petit peu différent, où on ne fait pas d'acompte, on remplit tout de suite les éléments pour faire la déclaration, le paiement quand une société est fermée. Alors, donc, dans la CET, on a le tableau des sociétés. C'est là où on retrouve nos étapes concernant la CVAE. Historiquement, nous, on a dit qu'on commençait par la 1329 DEF parce que celle-ci doit se faire au début mai. Donc, chronologiquement, c'est la première. Donc, je vais aller sur cet onglet. Je vais changer d'année pour avoir de l'information. Donc, l'outil liste toutes les sociétés qui sont taguées dans le parc immobilier comme des sociétés qui sont rattachées au module CVAE. Dans ce tableau, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'aller dans le formulaire déclaratif. Et là encore, vous retrouvez les petits points en bas à droite qui donnent le statut de la déclaration. Statut à initialiser, c'est le gris, comme ça. Le statut initialisé, c'est le orange. Le statut en cours, ça doit être celui-là, voilà, le jaune. Ensuite, à recalculer en validation en erreur, terminé, ignoré. Donc tout ça sont d'autres statuts avec des couleurs qui vont bien. Donc je vais rentrer et je vais prendre initialiser. Voilà. À initialiser. Donc ici, il y a des informations à renseigner. Pas beaucoup, mais il y en a. La première, c'est date de début, date de fin d'exercice. Donc, bien que je sois en initialisé, on voit que l'outil a repris mes informations. Ces informations figurent dans le parc immobilier. Fiche société, on met la date d'exercice. Si c'est renseigné dans la fiche société, ça redescend au moment de l'initialisation. En fait, pour être très précis,
Si là, je pouvais ouvrir le formulaire gris, il serait complètement vide, mais le fait de cliquer dessus et de l'initialiser, ça va chercher les informations dans le parc immobilier. Donc, si je reprends ma déclaration, je vais chercher pour la société de démonstration 1. Dans le parc immobilier, s'il y a des dates d'exercice, si oui, elle redescend ici. Sinon, bah, ça sera vide. Voilà. Donc, on peut calculer, voilà, mais l'idéal, c'est donc de mettre à jour le parc immobilier dans un premier temps. Pensez à mettre les dates, parce que ça sert évidemment à la déclaration de CVAE, ça sert aussi dans le cadre de la déclaration des loyers. C'est ce qu'on a vu une fois précédente. Là aussi, il faut les dates d'exercice. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait les saisir, mais l'idéal, c'est vraiment de l'écrire dans le parc immobilier. Et pour ça, il y a une matrice d'import des dates d'exercice, si c'est nécessaire, si on a besoin, quand on a beaucoup de sociétés, donc qui permet d'alimenter. Ensuite, l'outil va rechercher le chiffre d'affaires, va rechercher euh, les chiffres d'affaires groupe et la valeur ajoutée. Là encore, ces informations peuvent être renseignées dans la fiche société du parc immobilier, ce sont des données qui sont stables pour tout le millésime, pour toute l'année fiscale. Donc, on peut les mettre dans le parc immobilier. Et lorsque j'initialise, hop, ça récupère les informations. Si jamais ce n'est pas le cas, dans le module, enfin si ce n'est pas le cas, si on ne l'a pas fait, dans le module, on a également des matrices d'importation, comme toujours, et on a CAVA. CAVA, alors, faut faire attention, il y a plusieurs CAVA. Hein. Il y a le CAVA pour la 1329, donc aujourd'hui, c'est plutôt celle qui nous intéresse. C'est cet onglet-là. On a dissocié, contrairement à ce qu'il y avait au tout début dans OptiTax, on a dissocié les formulaires. On s'est rendu compte, en fait, à l'usage, alors c'est des cas un petit peu particuliers, mais ces cas particuliers nous posent bien des problèmes quand on les rencontre. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui avaient un chiffre d'affaires à un instant T pour une déclaration. Ce chiffre d'affaires devait être réévalué, modifié pour une autre déclaration. Ce n'était pas possible, on n'avait qu'un seul chiffre d'affaires. Ça a posé des problèmes. Donc les formulaires sont tous indépendants les uns des autres. Et ils ont donc des champs différents. Donc par défaut, on récupère la donnée du parc immobilier, mais si on avait donc la 1329 DEF et les deux acomptes, on avait trois chiffres d'affaires différents, on pourrait, pour chacune des déclarations, avoir des chiffres d'affaires, des valeurs ajoutées, des chiffres d'affaires groupes différents. C'est parfaitement possible aujourd'hui. Donc on a cette matrice qui permet de mettre à jour les informations dont je viens de vous parler. Donc pareil pour la 1330 quand on y sera, pareil pour les 1329, c'est pour ça qu'on a des matrices différentes puisque les valeurs potentiellement peuvent évoluer pour des raisons diverses et variées. Je retourne dans ma déclaration. Oui. Ouais, excuse-moi, si tu me permets de t'interrompre, j'ai une question. Vous aviez un projet justement sur l'importation des liasses ou des valeurs ajoutées. Et pour que se projeter, est-ce que c'est toujours d'actualité d'importer les liasses et la balance ou le FEC depuis CTU? Ou c'est un projet qui est mort? Je pense, Henri, que c'est un projet qui est quasi mort. D'accord. CTU est un outil qui est encore donc important, sur lequel Cegid va investir, mais plus OptiTax. Donc, si tu veux l'interopérabilité avec les outils comme OptiTax, elle est devenue nettement moins importante dans l'esprit de Cegid. Donc, j'ai peur qu'on récupère pas grand-chose. Voilà. Aujourd'hui, mes collègues sur CTU, ils n'ont pas beaucoup de temps à m'accorder là-dessus, et c'est pas leur priorité. Bon, ben n'insiste pas, nous on va le faire alors. Ok. Ok, je te remercie. Donc, on a le chiffre d'affaires de la référence, de la paire de référence et le chiffre d'affaires de la société qu'elle a générée elle-même. Le chiffre d'affaires réel, c'est si on a besoin donc de faire un prorata parce que c'est une société qui est sur plus de 12 mois et donc il faut ramener.
Le chiffre d'affaires de référence du groupe, eh bien là, c'est le chiffre d'affaires généré par la totalité du groupe. Cette donnée, donc pour être saisie, si on a besoin, elle se fait au niveau de la société tête de groupe. Évidemment, je ne suis pas revenu dessus, mais je vais en profiter tout de suite. Dans le parc immobilier, ici, nous avons société tête de groupe. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a des sociétés qui sont comment dire, dont les informations vont être privilégiées. Donc, ce sont les sociétés qui ont des petites étoiles bleues et les sociétés qui sont rattachées, les sociétés filles de ce groupe, ce sont des sociétés qui ont un maillon. Donc, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, on clique sur une étoile. Voilà, ça ouvre une formulaire. Donc, un formulaire, pardon. Je vais définir cette société démonstration 24 comme une société de tête de groupe. Je confirme. Voilà, j'ai la liste de toutes les sociétés qui figurent dans mon parc immobilier, donc c'est les mêmes sociétés, et puis je vais pouvoir décider de... Alors, ici, je sais si elles sont déjà tête de groupe ou pas quelque part. Donc là, j'en ai pas. Et donc, je vais pouvoir dire, bah, celle-là, je vais la rattacher, celle-là, je vais la rattacher, celle-là, je vais la rattacher, celle-là, je vais la rattacher. Et donc, ça va me les rattacher en tant que société fille. Je ferme et ça me met à jour. Et donc ici, j'ai des nouveaux maillons qui sont, voilà. Donc là, j'ai créé un groupe. Donc là, pour saisir le chiffre d'affaires groupe, évidemment, je ne peux aller que sur une société qui a une étoile, une société qui est tête de groupe, pour pouvoir lui saisir son chiffre d'affaires groupe. Elle a un formulaire dont son formulaire va avoir le champ qui sera pas grisé, qui sera libre pour la saisie. Voilà, tête de groupe, la société 5 par exemple. Société 5, je rentre dedans. Chiffre d'affaires groupe, il est saisissable. Société tête de groupe, très bien. Je voulais montrer autre chose normalement. Si je prends celle-ci. Le CA Group, il se saisit aussi toujours dans la 1330 aussi. Tout à fait. Ok. Donc là, j'ai pris une société qui est une société rattachée à un groupe. Et en haut, à droite, on explique que cette société, elle est rattachée à démonstration 5. Donc, si on veut renseigner le chiffre d'affaires, il faut aller dans la tête de groupe. Donc, on l'a écrit ici, justement parce que c'était une question qui revenait souvent. Donc, on l'a noté. Par ailleurs, on a ici des informations qui peuvent remonter du parc immobilier et de l'année précédente pour avoir des informations sur l'évolution du chiffre d'affaires. C'est vraiment à titre de comparaison. On montre ici ce qu'on avait en N-1 pour voir si, à titre de comparaison, pour information, ça n'a pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais en tout cas, ça avait été demandé une fois. Ensuite, on a la partie calcul. Donc, j'ai un petit signe flèche vers le bas qui explique la détermination du taux de CVAE. Donc, l'outil en fonction des chiffres d'affaires valeur ajoutée qui ont été saisis et chiffres d'affaires groupe qui ont été saisis au-dessus, l'outil détermine le taux d'imposition et détermine le taux groupe. Voilà. Là, je n'ai pas lancé le calcul, donc il n'a pas retenu ça. C'est les informations calculées par OptiTax, mais pour la déclaration, ici, il n'y a rien de retenu. Hein, c'est la différence. Là, il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a une nomenclature qui fait référence au CERFA. Et quand il n'y en a pas, ce sont des champs que nous mettons en place pour l'utilisateur pour qu'il puisse avoir de l'information supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est du paramétrage. C'est déjà à jour pour 2024. La valeur ajoutée, donc importée ou saisie. Le calcul de la valeur ajoutée limite. Donc effectivement, suivant l'activité de l'entreprise, on peut avoir une valeur ajoutée qui est plus importante que le chiffre d'affaires. Et donc, il y a un calcul qui se fait pour voir si on applique, si on remplace la valeur ajoutée par le chiffre d'affaires pour le calcul de la CVAE. Et en plus, on applique des conditions qui sont indiquées
en dessous. Le client peut d'ores et déjà lui-même, dans le parc immobilier, dire « Je veux qu'on applique la limitation de la valeur ajoutée ». Parc immobilier, fiche société, dans une des cartes, il a cette possibilité, donc, et ça remonte ici. Le montant de la CVAE brute, donc là c'est pareil, on affiche le calcul comme sur le CERFA, c'est un calcul automatique. Par contre, ce qu'il y a en dessous, c'est calculé par OptiTax. Est-ce qu'il y a une réduction? Quel est le montant de la CVAE après réduction? Les frais de gestion à 1% qui étaient calculés dans le cadre de la demande de plafonnement, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus de frais de gestion. Les frais de gestion sont à 0. Je suis obligé de le laisser pour des questions d'historique. Si j'enlève ça, on ne l'aura plus les années précédentes. C'est un problème. Mais il faut savoir qu'à partir de maintenant, c'est 0. Et l'impôt CVAE avoir exonération supplémentaire, voilà, c'est de la formation sur le calcul que l'on affiche pour les utilisateurs. Le calcul de la cotisation avant réduction, donc les réductions sont indiquées ici, elles ont été divisées par 2 il y a déjà 1 an ou 2. Donc on applique simplement ces règles de gestion. Les exonérations réductions supplémentaires sont à la charge de l'utilisateur. S'il est concerné, il indique. Ensuite, c'est des calculs automatiques. On reprend les informations et on arrive directement, alors que ce soit pour la CVAE, les taxes additionnelles. Alors les taxes additionnelles, donc ça, les taux ne font qu'augmenter puisque la CVAE diminue. À chaque fois, les diviser. Donc les taux augmentent sur la taxe additionnelle. Et les frais de gestion, en 2023, elles existaient, mais en 2024, tout est à 0. Il n'y a plus de frais de gestion. Et donc on arrive au récapitulatif. Donc, est-ce qu'on l'on paye ou est-ce qu'on a un remboursement de CVAE? Ce sont des calculs automatiques. Donc, si je veux lancer le calcul, j'appuie sur calculer. Voilà. Donc là, avec les éléments qui ont été saisis, on voit que le formulaire se remplit. Et donc, que l'on a ici un total à payer de 2079 €. Je peux lancer le CERFA. Le CERFA se remplit automatiquement. Le CERFA, il existe, qui est mis à disposition. Il faut pas oublier qu'en fait, il est là que pour illustrer la déclaration. Il n'a aucun intérêt, il n'est pas reconnu vraiment par l'administration, dans le sens où c'est une obligation de déclaration en EDI. Éditer le CERFA pour l'envoyer à l'administration, c'est vraiment l'ultime recours si l'EDI ne marche pas, qu'on n'arrive pas à télétransmettre en temps et en heure. Donc dans ce cas-là, ok, on peut servir du CERFA de manière exceptionnelle. Mais faut vraiment être dans ce cas de figure-là parce que sinon, c'est juste histoire d'avoir un justificatif pour les utilisateurs. L'idée, c'est de payer via l'EDI, de télétransmettre via l'EDI. Donc, on passe sur l'onglet Paiement. Dans l'onglet Paiement, on reprend les informations de la société. Donc, ça descend du parc immobilier. On a les informations des comptes bancaires. Donc, les comptes bancaires, c'est dans le parc immobilier. Parc immobilier, on a la possibilité d'associer des banques et des comptes bancaires. Et là, je vais aller chercher la banque qui est... Je ne peux pas en créer ici. Hein. Je ne peux que sélectionner une banque qui existe. Immobilier. Je vais dans ma société. Chiffre d'affaires de l'année 2023. Chiffre d'affaires groupe. Valeur ajoutée produite. Donc, on a les informations. Limitation de la valeur non applicable. Voilà, c'est ici. Information CVAE. Je peux préciser, mais là, ce n'est pas tellement demandé dans le cadre de la 1329 et de la CVAE, vraiment les sociétés. Alors, IFER, ça peut être utilisé, lorsque je vais faire une déclaration 1330 et que j'ai de l'IFER. Donc, on a aussi la case IFER qui va permettre d'afficher un certain nombre d'annexes.
et exonération de taxes additionnelles. Donc, c'est ici aussi qu'on peut l'appliquer dans les informations CVAE de la fiche société. Bernard, je vois que les champs chiffre d'affaires et valeur ajoutée sont grisés. Donc, on ne peut les implémenter par société que via les matrices. Le chiffre d'affaires, il n'est pas grisé, c'est le chiffre d'affaires groupe et la valeur oui, ajoutée. Voilà, ok, ouais. Parce que c'est le chiffre d'affaires 2023. Et donc en 2023, a priori, tu n'as pas encore la donnée. Ouais. Donc tu prends N-1. Et là, dans le cadre du DEF, c'est parce qu'on devrait pouvoir l'avoir. Et pourquoi est-ce qu'il est grisé? Ben oui, parce que où est-ce qu'on le renseigne? À part dans la 1330, le CA Group, finalement, on ne peut pas le renseigner dans le parc IMO alors. Si, mais il faut prendre la société, je pense, la société de tête de groupe. Ouais, ce sera dégrisé. Ouais, ok. En toute logique. Non, même pas. Ouais, c'est bizarre. C'est étrange. Ouais. C'est bien une société. C'est pas une histoire, oui, d'exercice N-1. Là, je suis en 2023. Ouais, mais là, comme 2024 existe, en principe, je devrais Parce que ça, pouvoir. c'est embêtant, oui. En cas de on sait création pas. ou de cessation? Ah. Ça veut dire, en fait, aussi, ça veut dire que, oui, je sais pourquoi. C'est parce que si j'ai une cessation en 2023, donc dans ce cas-là, je peux saisir en 2023. Pour mon solde 2023, je dois aller en 2024. Et là, je vais pouvoir saisir mon chiffre d'affaires et ma valeur. Là, en haut. Chiffre d'affaires 2023, chiffre d'affaires groupe 2023, valeur ajoutée produite 2023. Il y a le décalage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est Donc un en peu 2023, compliqué. tu n'as pas ton chiffre d'affaires 2023. Ouais. Tu n'as pas ta valeur ajoutée 2023. Tu l'as en 2024. Donc tu le saisis en 2024 pour avoir les informations sur le formulaire de CVAE 2023. Ouais, c'est un peu voilà, c'est un peu étrange, mais effectivement, donc la question à se poser quand c'est grisé, quand on est devant le truc, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans le bon millésime finalement. C'est pour Ou ça, qu'il c'est faut pour ça aller. qu'on avait rajouté en cas de création ou cessation. Parce que Ouais, ok. dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, tu vas pouvoir saisir les données parce que tu as fait une cessation. Donc, tu as un chiffre d'affaires qui n'est pas sur les 12 mois, mais tu as un chiffre d'affaires au moment de ta cessation. Ouais, comme la Tascom. Ouais, ok. Merci. De rien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et ensuite, je voulais revenir en arrière pour montrer l'histoire des banques. Donc là, je fais ça et j'ai banque. Et dans banque, je peux ajouter un compte bancaire. Donc, en fait, une banque. Voilà, je montre la banque existe et j'ai un formulaire que je dois remplir. Une fois que je remplis, je peux faire des liaisons en plus. Là, je peux dire, je vais chercher telle société. Les mots. Voilà, je vais associer cette banque en plus à voilà, des mots, voilà, c'est là. Voilà. Donc, quand je vais aller sur cette société-là, dans la liste des banques qui me sont proposées dans le paiement, eh bien, j'aurai la banque intitulée, elle était où son nom? Bankéo. Donc, il y a une gestion des banques à réaliser au préalable pour être tranquille quand on fait la déclaration de CVAE. Alors évidemment, on n'en fait pas tous les jours. En règle générale, les choses sont faites parce que c'est des clients qui existent depuis un moment. Mais pour un nouveau déploiement, il ne faut pas oublier que pour avoir ici une liste de banques, il faut créer la banque et associer la banque à une société.
une ou plusieurs, mais au moins, comme là je suis dans démonstration 1 et que Bankeo était rattaché à démonstration 1, j'ai la possibilité de sélectionner cette banque ici pour avoir les coordonnées bancaires. Donc, il y a le montant qui est par défaut calculé par OptiTax. On a mis un total ici parce qu'on peut ventiler dans la CVAE, dans le paiement au niveau de la CVAE, il est possible de payer sur 3 comptes différents. Je ne sais pas si beaucoup d'utilisateurs le font, mais c'est possible. Donc, si je ventile le montant, donc là, je pourrais mettre un montant sur notre banque, voilà. Et donc, ça me fait ici le total. Et on a un warning qui nous dit, attention, OptiTax a calculé 2119, or, vous voulez payer 3324, donc c'est pas possible. Voilà. Une fois qu'on a réglé la partie compte bancaire, on peut du coup générer bon, j'ai pas la banque qui va bien, mais on a le bouton qui permet donc de générer le fichier EDI. Et comme pour la déclaration des loyers, ça part sur le portail Etafi. Voilà, et on peut dire, on a des statuts ici. Donc, j'ai terminé ma déclaration. Je la mets en erreur parce que j'ai un souci, il faut que je recalcule. Ou je sais que je n'ai pas de déclaration à faire pour cette société cette année. Le formulaire est ouvert, il existe. Je peux ignorer et ça va changer le statut. Donc, si je mets ignorer, je reviens. Je vais avoir un statut différent. Voilà. Ignorer. Donc ça, c'est pour les 1329 def à faire. Donc, évidemment, ça concerne la CVAE de l'année précédente. Donc, là, je suis sur un millésime 2023. Cette 1329 def concerne 2022. Donc, pour faire la 1329 2023, qui va arriver en mai 2024, je vais aller en 2024, même si la déclaration concerne 2023, je vais aller en 2024, et en 2024, cette 1329 def correspondra au solde de la CVAE 2023. Voilà, ça c'est un truc à bien comprendre, parce que ça peut poser des questions et des problèmes d'explication. Ensuite, on a la déclaration 1330. Donc, la déclaration 1330, c'est la déclaration des effectifs. Donc, elle a un formulaire également qui fonctionne de la même manière. La date d'exercice, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires groupe, tout pareil, c'est les mêmes informations, donc ça peut être les mêmes ou différentes. Là encore, j'insiste sur le fait que les champs sont maintenant différents. Donc, possibilité d'importer, on l'a vu tout à l'heure dans importation, on a la matrice d'importation de la 1330. On a la partie la plus importante de cette déclaration, les effectifs, où on doit déclarer donc les effectifs pour chacun des établissements. Donc une société, faut qu'elle soit cochée CVAE dans le parc immobilier. Les établissements, faut qu'ils soient cochés CVAE. Et si c'est le cas, ils apparaissent dans cette liste-là. Attention, ce sont les établissements de l'année 2023. Cette grille des établissements-là, même si on est en millésime 2024, ce sont les effectifs 2023. Parce qu'on ne connaît pas, au moment où on fait la déclaration, on n'est pas censé avoir les effectifs de l'année en cours. Donc, on doit donner les effectifs 2023. Et là aussi, on avait des
des petites difficultés par le passé, comme on affichait la liste des établissements de l'année en cours, des établissements qui étaient fermés ou des établissements qui étaient créés en année 2024 qui apparaissaient alors qu'ils n'étaient pas concernés, et des établissements qui étaient fermés l'année dernière, mais pour le coup qui devaient apparaître dans la déclaration parce que fermés en 2023 et donc devaient être déclarés, n'apparaissaient pas. Donc là, on a fait le nécessaire pour bien afficher la liste des établissements de N-1 pour pouvoir faire la déclaration. Donc, on a là aussi une matrice d'importation où on va pouvoir mettre les effectifs. Voilà, matrice, on télécharge, on réimporte, pas de problème. On connaît tous le fonctionnement maintenant. Et donc, on importe les effectifs, ça vient s'alimenter. Éventuellement, on a la notion des, pour l'annexe des effectifs, enfin des effectifs qui sont sur des établissements qui bougent beaucoup, notamment dans la construction, par exemple. Par contre, s'il y a un chantier de plus de 3 mois, eh bien, on peut venir cocher l'information et pour le coup, ça apparaîtra dans l'annexe concernant les salariés sur les établissements temporaires, éphémères, mais qui durent quand même plus de 3 mois. On a, dans le cadre des établissements IFER, l'annexe EPE qui reprend les établissements concernés par le photovoltaïque, mécanique hydraulique, des courants, éoliennes, nucléaires, thermique à flamme et autres hydrauliques. Donc évidemment, on peut configurer, on l'a fait il y a longtemps, mais plus personne ne nous le demande, donc les ratios ils ne sont même pas renseignés. Voilà. Mais ça existe si besoin. Mais globalement, on ne va pas se mentir, 99,9% les effectifs suffisent. Et à partir une fois qu'on a renseigné les effectifs qu'on a récupérés, on peut effectuer la déclaration. Donc, c'est pas ouvert en 2024, je n'ai pas encore fait. Voilà, je me mets en 2023. Donc, on a cliqué ici pour générer, pour valider les informations qui ont été renseignées. Une fois que c'est validé, on passe en étape 2. Je génère le fichier, je le télétransmets directement. J'ai également la possibilité de générer les CERFA. Là encore, ils sont mis à disposition sur impôts.gouv. Donc, nous, on les met à disposition des utilisateurs. Ils sont pré-remplis. Autant d'annexes que nécessaire pour les effectifs. Voilà. Liste des l'établissement de l'entreprise. Voilà. Et puis, lieu d'exercice des salariés employés de plus de 3 mois. Donc, on a vu qu'on avait un coché, donc il est là. Fermé. La notice, on a mis les annexes en Excel pour des raisons de facilité de contrôle. C'est difficile sous un PDF de faire une somme des effectifs pour s'assurer que tout est dedans. Ah. Donc ici, c'est plus facile d'avoir la liste complète, de vérifier si on a bien tous ces établissements, tous ces effectifs, de faire une somme, etc. L'annexe B, la synthèse CVAE, un petit document qui retrace les informations, qui permet de justifier. Je sais qu'Indigo Park, il aime beaucoup ce document, ça leur permet de justifier leurs calculs et d'avoir une vision à peu près globale de leur CVAE. Et une fois que c'est télétransmis, effectivement, on a le statut qui devient déclaration effectuée. On peut réactiver la déclaration ou la bloquer, évidemment. Si on s'aperçoit qu'on s'est trompé sur les effectifs, parce qu'on a une date qui est au 18 mai, là aussi, mais
on peut se tromper, on peut revenir, on a besoin de refaire une déclaration, donc on peut réactiver, réimporter, mettre à jour, retélétransmettre. Ensuite, pour le 15 juin, on a la déclaration 1329 AC, donc le premier acompte de la CVAE. C'est exactement la même musique, formulaire identique, les champs, on les a déjà parcourus tout à l'heure. Donc, comme c'est un acompte, c'est un petit peu moins complexe. Voilà, donc on arrive au montant à payer. Montant à payer, bon, on lance le calcul une fois qu'on a importé ou saisi les données. On lance le calcul, on édite le CERFA, on va dans paiement. Dans paiement, on sélectionne le compte bancaire, on lance la déclaration, ça part en paiement. C'est pas la peine d'insister. Je pense que c'est plutôt clair. Et au 15 septembre, on a rebelote la même chose pour le second acompte. Alors, le second acompte, il a une toute petite. Je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Déclaration 1327. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah oui, pardon. Acompte, c'est là. J'ai dit une bêtise. Acompte de juin. Et là, on a acompte de septembre. On a enlevé les onglets en haut. Il y en avait trop. Donc, pour simplifier, quand on va dans acompte, on a mis ici acompte de juin, acompte de septembre. Donc, par défaut, on arrive évidemment sur l'acompte de juin. Hein. Donc, quand on est en septembre, il faut penser à cliquer ici pour voir le deuxième formulaire. Donc, je vais dedans et cet acompte, il a une petite subtilité. C'est le cadre ajustement du premier acompte. Justement, si on s'est trompé, enfin, si l'utilisateur s'est trompé en important les données, etc., et que, comme c'est des déclarations EDI, et une fois qu'on a dépassé le 15 juin, on ne peut plus renvoyer, c'est fini. Donc, on ne peut effectuer les modifications et les ajustements que sur le second acompte. Donc, c'est là où on peut dire je réalise une augmentation parce que je me suis trompé ou je réalise une diminution parce que je me suis trompé dans le calcul du premier acompte. Voilà, c'est la seule subtilité qu'il y a là-dessus. Paiement, je mets les informations, je génère le fichier EDI, je télétransmets, c'est en télétransmission via passeport, en web service, via portail CJD TAFI. Donc c'est assez transparent. Et voilà pour la partie déclaration CVAE. Du coup, on va me dire, bah ouais, mais j'ai fait des déclarations EDI. Comment je sais si l'administration a validé? Parce que on fait des tests et des contrôles en amont. Le portail TAFI a ses propres contrôles, tests, etc., qui sont censés être globalement les mêmes que les nôtres. Mais parfois, l'administration peut avoir des rejets. Donc, on a flux EDI. Et là, dans les flux EDI, je vais pouvoir actualiser les flux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est toujours obligé d'actualiser les flux. Et je vais avoir la liste de mes flux avec le statut. Est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce qu'ils ont été rejetés? Est-ce qu'ils ont été validés? Donc, on a un tableau de suivi des flux EDI pour savoir où on en est de notre campagne déclarative. Donc, on sait si c'est c'est indiqué dedans, normalement. Pour savoir si le 1330, 1329 def, 1329 acompte, etc. Donc, c'est menu burger, pardon, flux EDI. Et ce qui va être rajouté aussi dans la prochaine mise en prod, je vous le dis tout de suite, c'est qu'au niveau... Alors, attends, j'étais à quel niveau? Niveau société, flux EDI, il est là, on est d'accord. Très bien. Il en manquait un dans le menu burger. Et on va le rajouter lors de la prochaine mise en prod. Si je clique sur une société, c'est bizarre, flux EDI. Bah, normalement, voilà, il y a les deux flux EDI, aussi bien au niveau société qu'au niveau établissement, pour avoir une vision sans avoir à devoir se déplacer si je suis sur une société. Bref, ok.
Voilà, donc le suivi des flux, ça se fait dans le menu burger, fonction flux EDI. Donc, par rapport au calendrier, on arrive en septembre, quand on a fait le second acompte. Quelques mois après, on va recevoir les rôles de CFE. Donc, je ne vais pas rentrer là ce matin nécessairement dans le fonctionnement du rôle, le fonctionnement de l'ALAD, etc. Mais je vais directement aborder la finalité. Et la finalité de la CFE, c'est pour clôturer en fait l'exercice. La finalité, c'est la 1327. Donc la 1327 qui se fait, qui a une date butoir qui est au 31 décembre de l'année. Donc là, je suis sur un millésime 2023. Donc j'ai jusqu'au 31 décembre 2024 pour la réaliser. Je reçois mes avis en fin d'année et à partir de là, j'ai grosso modo 1 an pour faire mon calcul, savoir si je peux effectuer une demande de plafonnement. Donc le plafonnement, je vais redonner un peu le contexte. La CET, contribution économique territoriale, c'est une taxe qui comprend en réalité plusieurs taxes. Et je dis bien plusieurs, je ne dis pas 2, j'insiste sur le fait de dire plusieurs, puisqu'on a vu qu'on a d'une part la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui elle-même contient la CVAE, mais aussi une taxe additionnelle. Et d'autre part, on a la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui contient la CFE, mais aussi une TCCI, la taxe sur les chambres de métiers et de l'artisanat. Non, une taxe sur les chambres de métiers de l'industrie et une TCMA, une taxe sur les chambres de métiers et je ne sais plus quoi, là, de l'artisanat. Il y a aussi des. Voilà, donc il y a d'autres taxes dedans qui sont toutes petites, marginales, mais en fait, c'est des taxes à part entière. Elles sont mises parce qu'elles ont les bases qui sont liées soit à la CVAE, soit à la CFE, mais ce sont des taxes à part entière. Donc ça contient plusieurs taxes. Et la 1327, elle est, elle, basée sur la CVAE. Bernard, juste une petite question. Est-ce qu'on ne met pas également l'IFER dans ces taxes? Alors, oui, alors pour moi, l'IFER, c'est une déclinaison de la CFE. Oui, effectivement, ouais. Donc je ne l'ai pas dit, tu as raison, mais tu as raison, l'IFER, en fait, c'est une CFE spécifique en fonction de la nature de l'établissement. Un établissement, aujourd'hui, au sens CFE, il a un SIRET, et ce SIRET possède également des salariés, des effectifs, et donc il est imposable selon des critères de taxe foncière. Sauf que, effectivement, certaines activités sur d'établissements ne nécessitent pas forcément d'effectifs ou on ne peut pas les imposer avec une valeur locative foncière. Et donc, dans ce cas-là, l'administration a mis en place, il y en a 10, je crois, des IFER, qui sont liés à des activités, des natures d'activités différentes. Et donc, l'administration a créé un formulaire déclaratif et un rôle différent avec des méthodes d'imposition propres en fonction de l'activité réalisée sur le site. Donc oui, l'IFER est à prendre en considération, mais l'IFER, c'est une CFE spécifique. Ok. Du coup, voilà, du coup, la 1329, pardon, la 1327, c'est une déclaration qui est basée uniquement sur la CVAE et la CFE. Et l'idée, c'est que l'administration a mis en place un dégrèvement, mais il n'est pas automatique. Ce dégrèvement,
il est à demander par le contribuable, et c'est le contribuable qui doit faire le calcul et s'assurer qu'il est concerné ou pas. Donc, l'idée est de dire, je ne peux pas payer en tant que contribuable une CVAE, une CFE, donc une CET, qui serait supérieure à un pourcentage de la valeur ajoutée. Donc, ce pourcentage est donné par l'administration. Il était relativement stable jusque ces dernières années, jusqu'à l'annonce finalement de la suppression de la CVAE. Ouais, exactement. Et donc, depuis, il ne fait que changer. Et cette année, c'est 1,531. J'ai déjà mis à jour pour 2024. Donc, on prend le montant de la valeur ajoutée de l'entreprise, on lui applique le 1,531 et ça donne le plafond. C'est-à-dire que si ma CVAE, elle dépasse ce plafond, eh bien tout ce qui est au-dessus de ce plafond, j'ai le droit, en tant que contribuable, de demander à l'administration de me rembourser ce trop payé. Voilà. L'administration a un trop perçu, elle doit me rembourser. Mais ce n'est pas automatique, donc je dois effectuer le calcul. Donc pour cela, j'ai un formulaire, des informations administratives qu'on va chercher dans le parc immobilier, qu'on complète à la main si besoin. Je vais chercher, alors je vais peut-être me mettre pour le coup en 2023, ce sera peut-être plus parlant. Je vais chercher, non, j'ai pas de, est-ce que j'en ai un? Je vais regarder s'il y en a un qui est alimenté peut-être. Eh ben, ça tombe mal, sur ma base, j'en ai pas. UAT peut-être. Je change de base. OK. Voilà, là je vais chercher dans ce premier tableau, qui est affreusement moche. Pourquoi est-ce qu'il a cette tête-là? Ah voilà, j'avais un zoom et ça a complètement déréglé. OK. Donc je vais chercher dans ce premier tableau, le cadre B, je vais chercher les CFE. Donc les CFE que j'ai reçus au cours de l'année 2023, ils vont apparaître ici. Donc là, pour l'exemple, on n'en a mis que 2, mais je peux en avoir des dizaines, des centaines. Et je vais avoir les CFE qui vont apparaître dans ce tableau. Et je parle bien des CFE. Hein, comme je le disais, c'est uniquement sur la partie CFE. Donc, je ne prendrai pas le montant total du rôle. Je vais prendre la partie CFE uniquement. Donc, j'ai une somme ici de mes CFE. J'ai éventuellement la cotisation minimum qui s'applique si mon entreprise est concernée pour l'établissement principal. Et donc, j'ai un total ici, hein, de mon total de CFE moins la cotisation minimum. Et ça me donne le montant de CFE total plafonnable. Ici, j'ai le cadre C. Le cadre C, c'est la même chose au titre de la CVAE. Alors attention, ça va changer, il n'y a plus de frais de gestion. Donc, le montant de CVAE, c'est le montant de CVAE hors frais de gestion. C'est plus simple. Les lignes en dessous existent toujours pour une question d'historique, pour garder le passé. Hein, mais voilà, on ne gardera que le montant de la CVAE. Donc ça, c'est ma détermination de ma CFE et de ma CVAE. Ensuite, j'ai la détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée. Donc là, c'est au client. Alors, pour le calcul, pour déterminer si on est plafonné ou pas, je n'ai pas besoin de ces informations. Je n'ai besoin que du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée. On peut saisir les montants uniquement ou, normalement, l'outil va même chercher les données qui ont été saisies au regard de la CVAE, que l'on a saisi
tout à l'heure pour la 1330, pour la 1329, etc. Et je les récupère ici. C'est récupéré dans les lignes qui sont en dessous là. Et ici, si j'ai besoin, si je vois effectivement que je suis plafonné, à ce moment-là, je suis dans l'obligation de remplir le tableau parce que je dois justifier de mon calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée. À ce moment-là, les valeurs vont apparaître dans les cases au-dessus. Ça permet d'avoir un élément comparatif entre ma saisie détaillée et ce que j'ai pu utiliser comme valeur pour mes déclarations de CVAE. Enfin, j'arrive au plafonnement. Donc, à partir du moment où j'ai la valeur ajoutée, bah, le calcul va se faire automatiquement. Je suis revenu en 2023. Donc, en 2023, c'est 1,625. Donc, la CVAE par le taux, ça va me donner mon montant plafond. Ensuite, moi, je calcule le montant de ma CVAE CFE. Ligne 3 plus 4, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le cadre B et C, moins le plafond qui est ici, qui est calculé. Donc, si j'ai une valeur ici, il va me faire la soustraction. Et là, j'ai deux cas. Soit j'ai 0, parce que les valeurs négatives n'existent pas, soit j'ai une valeur positive. Si j'ai une valeur positive, à ce moment-là, cette valeur-là, c'est le montant que je peux réclamer à l'administration. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je suis concerné par la cotisation minimum, soit je ne le suis pas. Et donc là, il y a un petit calcul qui s'effectue, enfin des petites règles de gestion qui s'effectuent pour pouvoir demander pour pouvoir mettre la bonne valeur au bon endroit et pour remplir correctement le CERFA. Là, pour le coup, on a besoin du CERFA parce que ce n'est pas en EDI, c'est une déclaration papier. Voilà. Donc, qui se pré-remplit, comme toutes nos déclarations. Là, c'est trop petit, donc on annexe un document pour venir compléter. L'annexe arrive à la fin, annexe 1, voilà, on retrouve mes deux avis. OK. Sur les avis, on peut, pour le traitement de l'annexe avec les établissements, comme il y en a beaucoup des établissements et qu'on a des clients qui peuvent vouloir contrôler de manière différente, donc ici, on a la possibilité de choisir, est-ce que je veux afficher selon l'ordre croissant du code postal, de la commune, du code SIRET ou du code établissement. Voilà, c'est au choix. J'ai le bouton calculer parce qu'ici, les calculs ne se font pas toujours automatiquement. Hein. Il y en a qui se font, mais certains, donc on laisse le bouton calculer. Et par ailleurs, puisqu'il est possible en fait de faire la demande, on a des utilisateurs qui font la demande de plafonnement très très tôt dans l'année. Indigo Park les envoie. Non, c'est ceux de l'année dernière. Par contre, aux alentours du paiement, aux alentours du mois de mai, on a des clients qui commencent à faire des 1327 pour l'année en cours parce que dedans, ils incluent l'imputation. L'imputation, c'est une fonctionnalité qui est mise à disposition des contribuables leur permettant de dire je suis plafonné, j'ai un montant de plafonnement à obtenir. Donc plutôt que de payer toute ma CFE, normalement ils ont déjà payé la CFE au 15 décembre, voilà, mais plutôt que de payer ma CVAE, plutôt que de payer un certain nombre d'éléments, eh bien je demande tout de suite à déduire de mes paiements, de mes prélèvements, le montant de mon plafonnement. Donc, il y a une règle de gestion où je prends sur l'établissement qui paye le plus la plus grosse partie et je diminue comme ça. Donc, c'est un calcul qui se fait, je ne sais plus où d'ailleurs. On va avoir un bout de calculé, exporter. Là aussi, mon tableau n'est pas beau. Là, il faut que je descende en 80. Non, bizarre. OK. Montant de développement, ouais. Ça, c'est que pour le
C'est le bouton ici, imputation. Ça, c'est la déclaration, mais ce n'est pas l'imputation. Je ne sais plus, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait un bouton imputation. Ah, mais oui, il est là, pardon, je le cherchais. C'était celui-là, imputation. Donc, on peut imputer, donc les établissements apparaissent, donc c'est les établissements qu'on a vus tout à l'heure, et si on a un montant, on peut demander l'imputation avec cette fonctionnalité-là, donc qui n'est pas très visible. OK, donc c'est ce bouton-là qui permet de lancer l'imputation. J'ai pas de montant de plafonnement, donc ça va mettre 0. Mais ça permettrait de dire combien je peux imputer. Donc j'ai un montant, et ce montant va être ventilé sur ces deux établissements. Si j'avais 3, 4, 5, etc., ça augmente, et je crois que ça va jusque sur les 10 plus gros par ordre croissant. Et donc, ça permet donc de réduire le montant d'acompte de CVAE ou d'acompte de CFE, acompte et solde. Ouais, c'est ça. C'est sur la CFE, parce que la CVAE, c'est possible, mais c'est pas au travers de cette annexe-là, et l'annexe, je ne sais pas où elle est, mais c'est sur la CFE ici, où on fait l'imputation. Donc, globalement, j'ai de l'imputation, enfin, j'ai un montant de plafonnement au titre de l'année précédente. Eh bien, au moment où je vais devoir payer mon acompte de CFE ou mon solde pour l'année à venir, je peux demander à réduire ces montants à hauteur de mon imputation. Ça évite de sortir de la trésorerie. Voilà. Donc ça, il faut le faire suffisamment tôt dans l'année pour que l'administration le prenne en compte sur le montant de l'acompte, qui est au 15 juin, et le solde, qui est au 15 décembre. Donc c'est pour ça que les clients, des fois, les utilisateurs font leur demande d'imputation très tôt dans l'année. Voilà pour la 1327. Avez-vous des questions? Non. Merci Bernard. Pas de questions, non. Très bien. Alors, je vais juste préciser malgré tout un truc que j'ai fait rajouter l'année dernière pour plus de clarté. Dans l'onglet 1327, ici, on liste toutes les sociétés. Parce que on part du principe qu'une société, même si on a un calcul un peu automatique qui va prédéfinir si on est concerné ou pas. Mais c'est pas pour autant qu'un utilisateur pourrait se dire bah c'est pas parce que c'est pas fait qu'on va pas faire la demande. Donc pour être un peu moins restrictif que ce qu'on avait fait l'année dernière, j'ai fait rajouter ici. Donc on a ici toutes les sociétés. Ensuite on a les sociétés éligibles. Donc, c'est un filtre qui va s'appliquer en fonction donc des chiffres d'affaires, valeurs ajoutées qui ont été importés au regard des 1329 donc de la CVAE. L'outil va vérifier que le pourcentage de CVAE correspond, etc. Donc, il y a un petit calcul qui se fait pour vérifier si on est éligible ou pas. Donc, quand je vais sur éligible, je vais tomber sur des sociétés dont le calcul du plafonnement va être positif, et donc il est possible de demander, d'effectuer, d'aller au bout de la démarche de demande de PVA. Et dans demande de PVA, c'est celle où on a été jusqu'au bout de la démarche et qu'on a rempli le formulaire complètement. Voilà. Par le passé, on avait juste un warning, on affichait uniquement les sociétés qui étaient
potentiellement concernées, donc les éligibles, et on affichait que ces sociétés-là, et on s'est rendu compte que ça pouvait poser problème. Donc on a aujourd'hui cet affichage, toute société, les éligibles, c'est celles dont OptiTax considère qu'elles peuvent effectuer une demande de PVA, mais le formulaire n'est pas renseigné totalement, et les demandes de PVA, c'est celles où le contribuable est rentré dans la partie éligible et a complété le formulaire. Voilà pour cette petite précision. Ouais. Bernard? Ouais. Ouais, c'est une demande qui t'a été faite par qui? Plus. Tu sais plus? Non, je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé. Je sais qu'on avait un petit problème. Comme je le disais, on avait donc ici les sociétés, uniquement les sociétés qui étaient éligibles dans l'affichage avant quand on est dans 1327. Et je ne sais plus quel client est revenu vers moi en me disant oui, mais j'ai besoin malgré tout de prouver que ma société n'est pas concernée. Donc il faut que je puisse faire le calcul pour justifier à mon manager, etc. Donc pour garder le calcul automatique proposé par OptiTax tout en laissant la possibilité à l'utilisateur de faire pour toutes les sociétés, on est passé par ce mode-là. D'accord. Et ce mode-là, et dans la mesure où je pense qu'à terme, il y a une disparition progressive de l'utilisation de la CVAE dans OptiTax, puisque c'est repris dans CTU, hein, si j'ai bien compris, en grande partie. Tu penses que donc en fait, ça sera de moins en moins rempli, quoi. Est-ce que tu sais aujourd'hui, statistiquement, sur l'ensemble de nos clients, dans la base, ceux qui utilisent l'outil plafonnement et CVAE ou pas? Ou pas du tout? Non, j'ai qu'une idée empirique je sais que Indigo l'utilise, je sais que Casino l'utilise, je sais que le groupe Carrefour aussi. Enfin voilà, je sais à peu près quelle société utilise, mais j'ai pas une idée extrêmement précise en nombre de qui D'accord. l'utilise. Maintenant, la CVAE va disparaître, mais le plafonnement restera. Il sera simplement basé sur la CFE et uniquement sur la CFE. Mmh. Donc, autant la CVAE disparaîtra, ça, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris. Enfin, quoique, d'ici 2027, on ne sait pas ce qui va se passer, mais elle est censée disparaître. Et dans les textes aujourd'hui, c'est bien indiqué que la demande de plafonnement restera, perdurera, mais elle sera uniquement basée sur la CFE. Donc tu auras toujours une valeur ajoutée, un plafond, et il n'y aura plus la composante CVAE, il n'y aura que la composante CFE. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, nous, dans le cadre d'une prestation de service, on peut imaginer d'offrir à nos clients de ne rien laisser passer Oui. en utilisant un peu mieux leur outil qui est souvent sous-utilisé, quoi. Et c'est pour ça, pour lancer le calcul des sociétés éligibles au plafonnement à la valeur ajoutée, il faut aller donc dans les options, le paramètre, option de calcul, onglet autre opération. Et là, tu peux lancer le calcul soit par société ou toute la base directement. Et une fois que tu as saisi la CVAE, tu as saisi la CFE, eh bien, l'outil va faire le calcul du plafonnement sans rentrer, puisque tu n'as pas besoin de forcément ce que je disais, le détail de la 2059E, là, je sais pas quoi. Donc, tu n'as pas besoin de tout le détail dans un premier temps, mais l'outil peut te dire si tu es concerné ou pas. Donc, on lance le calcul ici pour l'ensemble de la base, et tu vas voir dans la partie éligible si tu as des sociétés. Et s'il y a des sociétés qui apparaissent dans la partie éligible, à ce moment-là, tu sais que ces sociétés-là peuvent demander, elles sont concernées par un plafonnement, elles peuvent le demander, et il reste à l'utilisateur donc de remplir complètement le formulaire. Ok.
J'en profite pour montrer, là, si tu as 2 secondes, en allant sur le formulaire de saisie de la 2059E, on n'a pas vraiment insisté là-dessus, mais autant on peut, pour tous, importer la balance, enfin, on peut importer le montant brut que vous voudriez plafonner. Autant vous avez une petite loupe à droite où sur une valeur transmise et déclarée pour la liasse fiscale, on peut faire des retraitements extra-comptables dans cet outil pour pouvoir retraiter au regard du régime particulier de la fiscalité locale la notion de valeur ajoutée. Voilà, en mettant des plus et des moins. Donc ça, c'était des pistes d'audit qu'on donnait à nos clients. Qui, je pense, est je pense que personne ne l'utilise. Non, personne. Mais bon, là, pour Thibaut et pour Frédéric, dans le cadre des HLM ou des BIC, enfin des sociétés, à partir du moment où les enjeux sont énormes, un retraitement de l'alias fiscale a du sens et encore plus de la valeur ajoutée. Et c'est souvent, voilà, c'est souvent des gros montants. Ok. Ouais. Et donc, ici, de manière générale, pour nos déclarations, on a des petits logos comme ça pour indiquer à l'utilisateur où il en est de sa campagne. C'est pour le suivi. Donc là, c'est terminé. Là, c'est pas commencé. Là, c'est en cours. Là, c'est en validation, etc. Donc, on a des petites piles de couleurs qui nous donnent toujours le statut. Donc là, on a un visuel qui nous permet de voir où on en est de nos déclarations de la campagne. Et enfin, sur l'accueil, on a aussi un petit tableau ici qui nous donne le suivi en pourcentage de la campagne. Donc là, 1329 dev, j'ai que 28% de fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai 2 fois d'ailleurs, c'est curieux. Là, je l'ai bien qu'une fois et là, elle me met 2 fois les mêmes. Bon, je verrai ça, pourquoi. Mais globalement, ici, on affiche un suivi déclaratif qui nous donne un pourcentage sur l'évolution de la campagne. Et l'idée, c'est que les couleurs ressemblent au module. Donc, tout ce qui était 1447 et 1329, c'est violet parce que le module CET, c'est le module violet. Donc, il y a une cohérence des couleurs, même si là, c'est violet parce que le module, quand on clique dessus, il est violet. Et c'est pareil pour les autres. Bref. C'est pas tellement utilisé, mais ça permet malgré tout de voir où on en est. Voilà, voilà. Bah, merci. C'est à moi. De rien. Merci. Juste, moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, Bernard, pour le protocole grand compte. Okay. Mais voilà, je voulais simplement te le dire. Mais en tout cas, ça intéresse tout le monde, eu égard à la taille des clients qu'on a. Ok. Et bon, bah, bonne journée à vous tous. Salut. Merci.